Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon vendredi tout le monde. Comme vous le savez, le vendredi, c'est méli-mélo, plusieurs sujets. Je veux tout d'abord vous remercier pour ceux qui se sont informés comment ma visite à l'hôpital a été, s'est passée hier. Très bien, merci beaucoup. Merci de votre préoccupation. Je vous rappelle que ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast. Bien sûr, ça nous aiderait grandement. Commenter le podcast, etc. D'ailleurs, je veux revenir sur un commentaire que j'ai eu hier. Quand j'ai parlé d'Action Santé Gatineau, j'ai parlé du groupe, composition du conseil d'administration, 153 membres, 50 ans d'existence, le membership est gratuit, Lynn Plante, qui s'est fait congédier du syndicat, présidente du syndicat des infirmières, est sous le conseil d'administration, puis ils sont financés par l'État. Donc, de son propre aveu, le président a dit « Je ne peux pas tout à fait critiquer ce que je veux parce que j'ai peur à mon financement ». C'est ça que j'ai expliqué. Il y a une dame qui me répond que j'ai insulté M. Marcheterre, que je le connais mal, puis que je devrais me taire. Bon, ben pour vous, madame, là, premièrement, non, je ne vais pas me taire. Deuxièmement, j'ai pas insulté M. Marcheterre et j'ai posé des questions sur la légitimité de ce groupe-là, sur sa représentativité. Je me questionne pourquoi, considérant que l'enjeu de la santé est majeur en Outaouais, comment ça se fait sur une population de 300 000, il y a 153 membres quand le membership est gratuit? Ça doit être des grosses assemblées annuelles, ça. Alors, je posais des questions. Moi, M. Marcheterre, je ne le connais pas. Je pense que c'est un bénévole dévoué. Il fait son possible. C'est quelqu'un qui s'intéresse au réseau de la santé. Mais j'essaie de voir l'utilité du groupe qui, à sa face même, semble pas mal bâillonné par le financement qu'il reçoit, probablement à cause d'un manque d'indépendance. Alors, pauvre madame là, qui m'avait écrit, là, madame Joanne, vous n'avez pas aimé mon commentaire, c'est très bien, vous trouvez le groupe très, très bon, très bien aussi, c'est parfait, vous êtes probablement une des 153 membres, mais c'est pas parce que vous trouvez que le groupe est bien bon qu'on ne peut pas questionner sa légitimité. Mais merci d'avoir pris le temps de m'écrire pour dire des faussetés, mais quand même, parce que je vous mets au défi de trouver où j'ai insulté M. Marcheterre. Je vous mets au défi, là. Vous écrivez ça, là, c'est public, là, les commentaires, là. Hein? Vous avancez cela, mais je vous mets au défi. Où j'ai insulté M. Marcheterre? Pas le cas. Je questionne la légitimité du groupe, oui. Bon. Méli-mélo aujourd'hui, plusieurs sujets et un qui m'a fait sursauter, ça m'a fait faire plus de recherches, puis j'ai pas mal d'affaires à vous raconter. Alors, le premier sujet aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois, parce que c'est très important, du terrain pour le futur hôpital de Gatineau. Je vous résume l'histoire, là, c'est un processus complètement caché, où on est en train de choisir un terrain, puis ça va façonner l'avenir là de façon incroyable. Et les rumeurs, parce qu'on refuse de mettre au public les critères utilisés, on refuse, le gouvernement refuse de rendre public les critères utilisés pour le choix du terrain. Et ce qu'on semble comprendre, c'est que ça ne sera pas au centre-ville du secteur Gatineau et qu'on est en train de réfléchir à acquérir un terrain dans le parc de la haute technologie, donc, mettons, proche de la sortie des hautes plaines de l'autoroute 5, à l'extrémité nord de Gatineau, à côté de Chelsea. C'est un peu vers quoi ça semble s'en aller. Et c'est excessivement préoccupant parce que ça sera une erreur historique de la part du gouvernement du Québec, qui, par un souci, semble-t-il, d'économie et de vitesse, alors que ça fait 3 ans qu'ils font rien, ben là, vont décider de prendre un mauvais terrain parce que plus facile. Puis d'ailleurs, je veux en parler de ça, de plus facile. Dans un article du droit, on faisait état que les terrains au centre-ville de Hull, étaient écartés parce que ça nécessitait trop d'investissements pour la décontamination. Et que le modèle financier proposé à Gatineau pour l'hôpital est calqué, à toute fin pratique, sur le modèle financier de l'hôpital de Vaudreuil-Dorion, qui a débuté en 2016 et l'appel va être dans le sol en 2022 pour un parachèvement en 2026. Donc, le 10 ans
c'est à partir de 2016 quand le terrain a été acheté. Fait qu'il faut calculer 10 ans à partir de l'achat du terrain. Je vais beaucoup vous parler de Vaudreuil, moi, aujourd'hui. Alors, on parlait donc de décontamination. Mais commençons en vous parlant de Vaudreuil, parce qu'on dit là-bas, il n'y avait pas d'argent pour la décontamination. On n'en prévoit donc pas pour le terrain et l'hôpital de Gatineau. Et je vous rappelle que la ville de Gatineau, c'est une ville d'est en ouest, alors que la route 5, l'autoroute 5, est un axe nord-sud. Vous allez voir pourquoi. C'est important. Donc, je reprends. L'hôpital de Vaudreuil qui a été le modèle, ce que je comprends, qui est le modèle, imaginez, pour bâtir Gatineau, on est à Vaudreuil, là. Alors, on est dans pas des communes mesures, mais pas pantoute, là. L'hôpital de Vaudreuil, qu'on s'apprête à commencer, va avoir 404 lits. À Gatineau, c'est 600. Donc, l'hôpital sera 50% plus gros. J'arrondis, là, mais à peu près ça. Donc, Vaudreuil, 404 lits. À Gatineau, on est à 600. Il y aura 11 salles d'opération à Vaudreuil. Il y en aura 19 à Gatineau. 41 civières à l'urgence, il y en aura à Vaudreuil. Il y en aura 67 civières à Gatineau. Donc, beaucoup plus gros projet. Et écoutez bien, là. On pense que le projet va coûter, au total, 1,7 milliard à Vaudreuil. OK? 1,7 milliard pour un hôpital 50% plus petit. Ça va? Parfait. Ça, on va compléter ça en 2026. Fait que ça doit être du dollar 2026. Ça va? Parfait. Nous autres, le budget pour l'hôpital, 50% plus gros, 1,5 milliard. 200 millions plus bas que Vaudreuil. On prévoit donc un hôpital dans 10 ans, donc des dollars probablement de 10 ans, 1,5 milliard, alors qu'à Vaudreuil, il est à 1,7, puis c'est plus petit. Voyez-vous que ça ne marche pas, là. Ça n'a pas de bon sens d'avoir donné 1,5 milliard de budget à Gatineau si à Vaudreuil, l'hôpital coûte 1,7 milliard. Je veux vous parler du terrain qui a été choisi et ça vaut la peine. Juste pour vous donner des comparables, l'hôpital de Vaudreuil est un territoire de 92 km². Gatineau, 380. 3 fois plus, km². La population de Vaudreuil, 42 053 au dernier recensement. À Gatineau, 290 000. On est 250 000 personnes de plus. Ça va desservir là-bas une population de 150 000, nous autres 400 000. Tu sais, ça n'a aucune commune mesure. Ça va? Puis c'est notre modèle. Vaudreuil est le modèle. Puis Vaudreuil a un plus gros budget que Gatineau. Vous me suivez? Parfait. Là, je vais vous parler du terrain. Le terrain à Vaudreuil, premièrement, il y a eu un choix. Puis quand la CAQ est arrivée, ils ont pris une pause pour réévaluer ce choix-là. Puis finalement, ils ont accepté le même terrain. Correct? Parfait. Il est au cœur, le terrain. Il est à l'intersection des autoroutes 30, 40, puis la route 340. Il est tout près d'une route qui s'appelle le boulevard de la gare. Ça le dit, du transport en commun comme ça. Il y a des gares partout, du transport structurant. Il y a toutes sortes de commerces, des services de proximité. Alors, il y a un pôle commercial excessivement important, transport en commun excessivement important. Donc, on a mis l'hôpital sur un terrain tout près, donc, des axes routiers majeurs, mais pas juste un, puis au cœur de l'activité commerciale. On a demandé, imaginez, là, pour un hôpital 50% plus petit qu'à Gatineau, on a demandé 250 000 m². À Gatineau, on demande 150 000 m² pour un hôpital plus grand. D'où ma question depuis le tout début, d'où ça vient le 150 000 m²? Ça ne marche pas de Vaudreuil, là. En théorie, il serait bien trop petit. Comment ça se fait qu'on demande 150 000? Est-ce qu'on peut expliquer ça, pourquoi on demande 150 000 m²? Ça ne tient pas la route. Poursuivons un peu. Le terrain en question, c'est assez intéressant. On a détruit un terrain, on a pris, donc, on va détruire un terrain zoné agricole.
Donc, c'est en friche. Et c'est là la comparaison avec Gatineau, parce qu'on a pris un terrain agricole, zoné agricole. On est en train de dire, ben, il ne faudrait pas prendre un terrain à Gatineau qui a déjà été industrialisé. Cherche-moi pourquoi, là. Il y a la question des coûts, mais on va y revenir. Alors, c'est un terrain vague. On va creuser là-dessus à Vaudreuil. Puis, on va faire du stationnement surface. Un très grand stationnement surface. Puis, on va étaler les bâtiments. Il y a 3 pavillons, le A, B, C. Puis, on va prendre de la place parce qu'on est sur, donc, des terres agricoles. Ce qui est assez remarquable à Vaudreuil, c'est l'antithèse de la collaboration que l'on a à Gatineau. À Gatineau, c'est opaque, c'est fermé, c'est cachetier, c'est derrière des portes closes, les critères ne sont pas publics. À Vaudreuil, ils ont mis toutes sortes de comités en place, dont 2 qui m'intéressent particulièrement. Un comité municipal où le groupe de constructeurs, le CIS, la SIC, etc., a un comité formel avec la ville pour voir les impacts, etc. Imaginez. Alors qu'ici, France Belle-Île se met à 4 pattes pour demander « Je pourrais-tu peut-être voir les critères? » Puis pense « Je veux pas me faire imposer ça, moi là, je pourrais-tu en parler? » Là-bas, il y a un comité avec la ville. Nous autres, à Gatineau, on se met à 4 pattes pour demander « Ça serait-tu possible d'avoir une idée? Il va y avoir des impacts sur le monde municipal. » L'autre aspect important, l'autre comité, c'est un comité qui appelle un comité de voisinage, qui a été inscrit comme démarche obligatoire pour l'implantation de l'hôpital. Puis je veux vous lire qu'est-ce que ça fait le comité de voisinage et pensez toujours ici, les gens se font dire que, par Mathieu Lacombe, les gens qui se regroupent, que c'est des pelleteux de nuages, qu'ils veulent retarder le projet, que c'est à cause des promoteurs, puis que c'est tout du fling-flang. Alors ça, c'est l'attitude du gouvernement quand il vient le temps de parler de Gatineau, puis que les citoyens, la société civile dit « On peut-tu se mêler de ça parce qu'il y a des impacts environnementaux majeurs si tu t'en vas dans les Hautes-Plaines? » Le ministre dit « Il n'y en est pas question. » À Vaudreuil, tant qu'à prendre le modèle de Vaudreuil, là, je parle à la CAQ, il y a un comité de voisinage. Moi, je vais vous lire ça. OK, c'est pas long, là, moi, je vais vous lire ça. Alors, on fait le bilan, là. Près d'un an suivant sa création, le comité de voisinage demeure un important lieu d'échange au sujet des différentes étapes du projet, des occasions de développement ou d'amélioration dans la communauté, en lien avec le futur hôpital. Fait que ça fait déjà, quand j'ai imprimé ça, moi, là, ça fait déjà 1 an que c'est commencé. Fait que ça fait longtemps qu'on est assis à la table. Très longtemps. Plus qu'1 an. Écoutez ça, là. Le comité, alors, composé de représentants du CIS de la Montérégie-Ouest, de partenaires locaux et de citoyens des territoires de Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent et Roussillon, le comité se rencontre minimalement 4 fois par année, à la fin de, je vais vous lire ça. Il y a un comité qui se rencontre obligatoirement 4 fois par année, puis nous autres, on garde la population dans le noir. Là-bas, le comité se rencontre, entre autres, pour suivre l'avancement du projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges, bien sûr, échanger sur les impacts et mesures mises en œuvre au cours des différentes étapes de travaux, avant, pendant et après, avant, notamment en ce qui a trait à la circulation automobile et piétonnière, au transport en commun, aux activités sur le chantier de construction. Et aux activités sur le chantier de construction. Alors, le comité, donc, se penche sur la question de la circulation, mais aussi du transport en commun et de la circulation piétonnière. Le comité discute des enjeux entourant la qualité de vie, les activités économiques, sociales et culturelles, ainsi que les services dispensés dans les secteurs autour de l'hôpital. Nous autres, là, ça s'en va dans un champ au bout de l'autoroute 5, à côté de Chelsea, c'est tout du résidentiel, il y a 0 commercial là. Puis on est dans un parc industriel, il y a une manufacture de dentiers, puis elle est ouette, là. Ça, c'est le comité, il se penche là-dessus. Puis finalement, le comité propose des pistes de développement ou d'amélioration dans la communauté. Alors, je voulais vous montrer comment on était à des années-lumière de ce qui se passe à Gatineau.
comment là-bas la communauté dit non, non, c'est important, ça va être à côté d'axes de transport majeurs, puis on est à côté d'un pôle de commercial, un pôle commercial, fait que c'est important d'en discuter. J'arrive donc avec la notion qu'on voyait dans le journal Le Droit, que une des raisons pour qu'on ait écarté des terrains au centre-ville, c'était la question de décontamination. Et que c'était pour coûter un bras et que c'était pour ajouter des délais. Bon. Au centre-ville, il y a essentiellement 3 terrains qui seraient propices, possibles, pour recevoir l'hôpital. Je vais vous parler des 3. Il y a le terrain qui recevait, qui était le dépotoir à neige, dans le parc industriel Richelieu, près de Hydro-Québec puis du Rhône, du Rénault dépôt. Là-dedans, là, dans ce coin-là. On est à côté de la rivière, très peu de possibilités d'expansion, 0 zone commerciale, enclavé derrière donc des bâtiments industriels. C'est probablement le pire site. Et c'est surtout le site qui va coûter le plus cher à décontaminer. D'emblée, moi, je pense que les gens ont bien fait de discarter ce terrain-là de la courte liste. Le deuxième terrain, c'est le terrain regroupant notamment la question de chez Pilon. Bon, peut-être Houston, Pilon, mais les carrières, les 2 carrières qu'on a au centre-ville, puis certains bâtiments industriels, commerciaux, mais en gros, là, tu sais. C'est probablement un très bon site. Si c'était vide, cette affaire-là, tu mets l'hôpital là-dessus, ça relance le ruisseau de la brasserie, ça te change un centre-ville en se débarrassant notamment s'il n'était plus là, des carrières, etc. On a un enjeu avec une voie ferrée, par contre. Mais dans la nature actuelle des choses, c'est un terrain, si on s'en allait là, qui va coûter cher à acquérir, qui va coûter cher à décontaminer et qui va prendre un temps fou à régler à cause des nombreuses expropriations. Ça va coûter un bras. Alors, même si dans une vie idéale, c'est un terrain intéressant, comme localisation, géographiquement, les contraintes du terrain sont telles que ça aussi, je pense que ça n'a pas de bon sens de miser les chevaux là-dessus. Ça serait très bon pour le développement de Gatineau, mais très compliqué à réaliser, plein d'embûches, puis un coût effarant. Il reste un 3e terrain, le terrain de Guertin. Et le terrain de Guertin, c'est facile de le regarder en 3 sections. Guertin tout seul, Guertin avec un ajout comme le Gétami puis les 7 maisons qui n'arrêtent pas de passer au feu au coin, qui ont déjà été expropriées par la ville de Gatineau. Ce sont toutes des propriétés publiques. Puis il y a un bâtiment privé là, sur le top de la montagne qu'on pourrait peut-être exproprier. Ça, c'est l'option B. Alors, Guertin tout seul, Guertin avec ces options-là qui sont très valables d'incorporer, par exemple, le STO dans un futur complexe hospitalier. Que le Gétami soit partie prenante ou non, puis on le déménage. Parfait, c'est un bâtiment réutilisable. 3e possibilité, s'en aller plus au nord et là, prendre le terrain de la polyvalente, tout le stationnement de la polyvalente, les tennis puis un terrain de soccer. C'est vierge. L'avantage de cela, c'est qu'on a un accès au ruisseau de la Brassée absolument incroyable. On a déjà une caserne d'incendie sur les lieux. Puis une polyvalente, dans le coût total d'un projet, ça peut être assez faible comme impact. Puis à la limite, on réutilise le bâtiment comme on pourrait réutiliser le bâtiment sur Haute-Plaine pour faire la buanderie et des choses comme ça. Parlons donc de Guertin. C'est un terrain qui n'a pas besoin d'expropriation. La ville pourrait le céder pour $1. Si ça fait l'affaire de la ville, bien sûr, puis on les met partie prenante. C'est un terrain qui est desservi par le transport en commun. Le Rapibus passe là. On est à l'intersection nord-sud et est-ouest pour desservir Elmer avec le chemin, le boulevard des Allumetières. On est à côté de la 5, on est à côté de la 50, on est à côté du boulevard Saint-Rédempteur, Sacré-Cœur. C'est incroyable comme potentiel. C'est un terrain, maintenant, qui a besoin de décontamination. C'est vrai. Il y a des études qui ont déjà été faites. Ça va avoisiner autour de 2 millions. Pas 300 millions, là, comme on aime faire peur au monde. Là. 2 millions. OK? On va parler de ça 2 minutes. 2 millions.
Mettons que je me trompe. Puis mettons que c'est 10 fois plus. 20 millions de décontaminés. Mettons. Correct? Vous me suivez? Bien, c'est encore moins cher décontaminer Ghertin puis revamper ce terrain-là, puis créer toute une synergie au centre-ville. C'est moins cher ça que d'acheter le terrain d'un privé, d'un Haute-Plaine, puis la rumeur, c'est qu'il va le vendre 30 millions et plus, le terrain au 6. Fait qu'il faut l'acheter. Ah, on décontamine pas, mais il faut acheter le terrain d'un Haute-Plaine. Mettons qu'il coûte 30 millions. Ben, j'ai jusqu'à 30 millions de décontamination à mettre à Ghertin de bord, parce que la ville va me donner le terrain. Fait que 30 millions pour 30 millions, t'as le choix, toi. Décontamine. Puis de toute façon, même si ça s'en va pas au centre-ville, l'hôpital, demain matin, quand on va démolir Ghertin pour mettre du logement, comme on veut faire, le redévelopper Ghertin, pensez pas qu'on va développer, on va être obligé de décontaminer de toute façon? Ben oui. Puis Québec a des programmes de subvention. Fait qu'ils vont payer pareil. Fait que s'ils ne mettent pas sur Ghertin, on va payer 2 fois. On va payer 30 millions pour un terrain sur Haute-Plaine, puis on va payer la décontamination sur Ghertin. Ah, c'est vrai. C'est vrai, stationnement va coûter plus cher. Peut-être. Mais j'aime autant avoir une structure étagée ou en sous-sol qu'un stationnement îlot de chaleur comme on va faire à Vaudreuil en matière environnementale. Là, on a la chance là, de bien faire les choses. Puis d'ailleurs, le budget n'a pas de sens. 1,5 à Gatineau, alors que c'est 1,7 à Vaudreuil, puis c'est 50% plus petit. Ça marche pas, là. Alors, quand j'entends tout cela, ça me fait dire que on veut garder le monde dans le noir, on veut leur faire peur en disant ça va être plus long puis ça va être plus cher. Bullshit. Après ça, on fait croire que ça va être plus cher bâtir en étage que évasé de 3 puis 4 étages, ce qui est faux selon le domaine de la construction. Moi, je suis pas un expert, mais moi, je me fais dire, bâtir 8 ou 3, là, j'aime mieux bâtir 8 étages plutôt qu'être obligé de bâtir le même nombre de pieds carrés en 3 étages. Ça va me coûter moins cher. L'autre affaire, bâtir sur du roc, c'est pas mal plus économique que de bâtir, surtout pour un bâtiment comme ça, que de bâtir dans de la glaise. Parce que de la glaise, pour un bâtiment pesant, qui doit résister à des secousses sismiques avec un code du bâtiment excessivement rigoureux pour des hôpitaux, ça va coûter un bras ancrer ça dans la glaise. Est-ce que c'est un terrain de glaise en haut? On verra bien. Mais de façon construction, il y a des avantages avec un terrain comme Ghertin. Ça c'est une autre patente. Alors, on veut cacher les critères. On veut faire croire qu'on se compare à Vaudreuil quand ça fait notre affaire. Parce qu'il n'y a pas de comité comme là-bas, voisinage, il n'y en a pas, municipal, il n'y en a pas. Ils ont plus d'argent que nous autres, on n'en parle pas. Ah, ils ont oublié de parler du parking là-bas en surface. On a oublié de dire qu'on est après saccager le milieu agricole là-bas. On a oublié de dire ça. On a oublié de dire qu'on est à côté des transports en commun structurants sur le boulevard, notamment de la Cité des Jeunes, quel hasard, puis aussi le boulevard qu'on appelle le boulevard de la Gare. Alors, on est à des années-lumière des deux projets. Et on est en train d'amener les Gatinois là, pour un esti de ride, excusez mon langage, là, en faisant croire que ça a bien du bon sens parce que ça va être plus vite. Là. On va vous dire quelque chose. On est déjà en retard dans le projet. Puis se tromper de terrain, là, on va vivre avec longtemps. Puis les effets de ça, parce que là, demain matin, c'est construit. Là. Ma baguette magique m'amène là-bas. Là. C'est construit, cette affaire-là, dans les Hautes-Plaines. Imaginez le transport en commun. Le monde de Buckingham va dire, ben, moi, je veux une ligne directe là-bas. Juste en transport en commun, en services municipaux, en route à aménager pour aller là. Ça va être l'enfer, puis c'est des coûts récurrents. Après qu'on va avoir bâti, là, on va dire, arrangez-vous la ville. Puis arrangez-vous. Là-bas, il y a un comité sur le transport qui a été fait avec Transport Québec. Il y a une étude de circulation qui a été faite par Transport Québec. Pas sûr qu'on a une grosse étude de circulation en haut là. Ça, c'est sans parler de l'étalement urbain, l'attrait de Chelsea, puis de la pêche, puis de Wakefield. Après ça, quand tu t'en vas t'établir là, tu vas t'emmener halter à l'envers du trafic, ça à 5. En tout cas, c'est plus que je le regarde, plus que ça n'a pas de bon sens. Puis la raison pourquoi le ministre est si arrogant par rapport à ce dossier-là, c'est parce qu'il sait qu'il est en position de faiblesse. Puis pourquoi il ne rend pas les critères publics? C'est parce qu'il sait qu'il est en position de faiblesse. Alors, si on a de mauvais critères au départ, notamment, pourquoi 150 000 m²? Pourquoi un budget de 1,5 milliard alors qu'à Vaudreuil, c'est 1,7?
Pourquoi, puis quel poids a le transport en commun structurant dans l'analyse? L'effet de ne pas avoir aucun service aux alentours pèse combien dans l'analyse? Alors, le fait d'avoir de mauvais critères, il les cache, mais de mauvais critères vont nous donner à la fin une mauvaise décision. Et c'est tout à fait déplorable. Je pense qu'il n'est pas trop tard, bien que je sens les minutes comptées, mais il n'est pas trop tard de faire fléchir. D'ailleurs, le gouvernement de la CAQ est assez mal placé pour lancer des remontrances parce qu'ils ont retardé le projet à Vaudreuil en voulant réviser le terrain. Le choix du terrain, soit dit en passant, c'est Daniel McCann qui disait ça, puis finalement, ils ont accepté le terrain, mais avec des compensations pour le monde agricole. Je veux, deuxième sujet, vous parler de ce qui devait arriver suite à l'adoption de la loi inique, très injuste, discriminatoire. Puis le gouvernement s'en félicite d'ailleurs de la loi 21. Et ce qui devait arriver arriva à Chelsea. Une enseignante a été démise de ses fonctions d'enseignante, on l'a mis ailleurs, mais parce que elle portait un hijab. Elle enseignait en remplacement en 3e année à l'école Chelsea Elementary School. Et cette dame qui dit non, c'est ma personnalité, c'est mon identité, moi l'hijab j'y tiens, ben autant que n'importe qui pourrait mettre une petite croix dans le cou, puis vu qu'on la voit pas, on n'en fait pas de cas, mais la loi l'interdit pareil. Et cette dame a été donc évincée de sa classe. Et là, on voit des réactions du monde qui s'étonne. Ça fait longtemps qu'elle a été votée, la loi 21. C'était devant le tribunal. C'est inconstitutionnel dans le sens qu'on est obligé d'utiliser la clause dérogatoire parce qu'il y a discrimination basée sur la religion. C'est pas plus long que ça, pas plus compliqué que ça. Vous avez vu que M. Trudeau est encore sorti en disant « ça n'a pas de bon sens ». Bravo, M. Trudeau. Mais moi, j'ai une question. En fait, je vais vous faire 2 commentaires. J'ai quand même une question sur la petite fille de 8 ans qui va dans la classe, ou le petit gars de 8 ans qui est dans la classe à Chelsea, puis qu'on lui explique les motifs qui mènent au fait qu'ils perdent leur enseignante. Comment on explique ça à un enfant de 8 ans au Canada? Puis on leur dit, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre au primaire, que la madame qui porte un hijab, ce genre de voile sur la tête, ben, elle n'a pas le droit d'enseigner dans une classe parce qu'elle porte ça. Puis ça, c'est sa religion. Puis nous autres, au Québec, là, on discrimine contre elle parce qu'elle exprime sa religion. Mais elle reste dans l'école. Puis elle va côtoyer les enfants. Alors, on explique aux enfants que nous autres, c'est correct de discriminer au Québec parce que quelqu'un s'exprime en matière de religion. Bonne chance d'expliquer ça. Puis moi, mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on pense qu'elle pourrait être contaminée. Ah ouais, hein? Ah oui, ça... Puis, ça arrive souvent. Non. Puis 2, ça n'arrive pas dans un autre domaine, ça, là. Non. Des profs qui sont venus m'enseigner, moi, avec un macaron du PQ, puis qui me pourfendaient parce que je me prononçais contre la séparation quand j'étais à l'école. Ça, c'est correct, par exemple, quand le PQ était là. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Je trouve ça bien épouvantable, mais c'était à prévoir. On ne devrait pas se surprendre de ça. C'est l'effet de la loi. On congédie du monde, même en pénurie. Fait que l'intérêt de l'enfant là-dedans, là, c'est que j'aime mieux qu'il n'y ait pas de prof qu'il y ait un prof avec un hijab. C'est ça. Puis je sais que vous allez être nombreux en désaccord avec moi. Je m'en sac. En passant. Puis, soyez logique, là. Si vous êtes d'accord avec le fait que la madame n'enseigne pas parce qu'elle a un hijab, bien, sa voisine, qui est une pure catholique avec une croix dans le cou, vous savez que la loi l'interdit de porter sa croix dans le cou, même cachée sous ses vêtements, puis elle aussi devrait perdre sa job. J'espère que vous allez être d'accord avec ça aussi. N'est-ce pas? Là où je suis assez mal à l'aise, c'est la position du Parti libéral du Québec. Mme Anglade, évidemment, a une position excessivement faible sur ça. La position de Mme Anglade, c'est de dire, bon, la loi est adoptée, il y a 5 ans de clause non-obstant. Fait que si je prends le pouvoir, je vais laisser ça aller, je vais vivre avec une loi discriminatoire, comme gouvernement libéral, puis je ne renouvellerai pas la clause non-obstant,
Donc, ça va s'en aller devant les tribunaux. Je vais demander à la société civile de faire des contestations judiciaires, dépenser de l'argent, alors que je le sais, elle est discriminatoire, mais je vis avec, je l'applique, je fais appliquer la loi. On va congédier sous la gouverne de Dominique Anglade, ils vont congédier des enseignants sous son régime qui portent un hijab. Puis quand le tribunal va avoir décidé, elle va se plier à la décision judiciaire. Si finalement, ils n'ont pas le droit, c'est pas une décision politique, elle va se fier au juge. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? Pourquoi on n'élit pas tant qu'à ça un juge? Et tout. Tu sais, ça marche pas, là. Surtout qu'André Fortin est sorti vraiment contre cette loi hier en commentant la situation à Chelsea. Donc, il y a une scission à l'intérieur du parti. Je pense qu'il fait bien, André, mais Dominique Anglade n'a aucune crédibilité lorsqu'elle parle de la loi 21. Aucune. Elle se dit contre, mais elle va vivre avec. Puis elle va congédier du monde. Comme gouvernement, elle va congédier du monde pendant l'application de la clause non-obstant, puis pendant que ça sera contesté devant les tribunaux, puis elle va se fier aux tribunaux à la suite de tout cela. Fait qu'elle n'a aucune crédibilité par rapport à cela. En parlant d'aucune crédibilité, j'entendais Dominique Anglade et le Parti québécois dénoncer la possible intervention étatique dans le baseball. Moi, je vous ai fait un commentaire là-dessus. Si on s'assure qu'il y a une équipe qui vient, puis que ça coûte 0 contribuable au net, que les avantages financiers égalent et surpassent la dépense, moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que si on a un problème avec ça, c'est purement idéologique parce que le monde gagne des gros salaires. Mais si on a un problème avec ça, moi, je veux qu'on revoie l'ensemble de l'aide gouvernementale aux entreprises. Parce que c'est pas parce que c'est du baseball, ça devrait être différent de la météorologie ou de l'aéronautique ou du domaine du transport ou peu importe. OK? Fait que, c'est quoi les objectifs d'aider une entreprise, une PME dans tel domaine, tel domaine? C'est quoi l'objectif de donner de l'argent gouvernemental aux Nordiques? Ici, au spa nordique. Il y a du monde qui gagne des bons salaires aux Nordiques. Bon. Mais c'est à côté de mon point. Le point que je veux faire, c'est que Mme Anglade s'est dit contre l'intervention étatique, alors qu'elle savait les 2 paramètres, les 2 critères. Obligation d'avoir une équipe, puis il ne faut pas que ça coûte une scène. Mme Anglade est contre. Je vous rappellerai que c'est son parti qui a autorisé et financé le centre Vidéotron. C'est son parti qui a déposé le projet de loi, en fait, qui ont voté en faveur d'un projet de loi qui s'appelle 204, jadis, pour permettre de donner à Pierre-Carl Péladeau, sans appel d'offres, la gestion du centre Vidéotron. Projet de loi qui a suscité la démission de 4 députés péquistes. Dominique Anglade est à la tête d'une formation politique qui ont bâti un amphithéâtre avec 0 équipe. On n'a pas reçu une scène de l'investissement de 400 millions, 200 venant de tous les contribuables québécois, puis 200 des contribuables de la Ville de Québec. On n'a pas reçu une scène. On donne un contrat de gestion que s'ils perdent de l'argent, c'est la Ville de Québec qui assume. Puis s'ils font de l'argent, Pierre-Carl le garde pour lui. Imagine. Puis le gouvernement libéral de l'époque finance le stade, le centre Vidéotron en remplacement du Colisée, alors qu'il n'y avait aucune équipe de la Ligue nationale. Puis Mme Anglade, aujourd'hui, dit « Ah non, moi, je suis contre le fait qu'on financerait un bout d'un stade avec une garantie d'équipe puis que ça ne coûte pas une scène aux contribuables. » Tu sais, quand tu n'as pas de crédibilité, ça va de mal en pis pour elle, tu as 0 crédibilité, c'est même pas drôle. Et je termine, c'est long. Je veux vous parler du boycott des Jeux olympiques, boycott diplomatique des Jeux olympiques en Chine par le gouvernement de M. Trudeau. C'est très, très, très symbolique, là. On n'enverra pas de diplomates aux séances d'ouverture, aux cérémonies d'ouverture des Jeux. On va envoyer nos athlètes. Et honnêtement, il y a très, très peu d'effets. Encore là, je trouve qu'on est dans une situation excessivement hypocrite, alors que M. Trudeau semble lever le ton auprès de la Chine, mais après que les États-Unis lui ont dit quoi faire, alors qu'il n'y a à peu près aucun impact et qu'il avait un ton pas mal plus conciliant quand les 2 Michael étaient capturés illégalement, emprisonnés illégalement en Chine. Quand venait le temps de défendre des Canadiens emprisonnés, il était pas mal plus doux que là, quand ils se cachent derrière les Américains. Et comme effet, là, on
on veut faire ça pour dire que ça n'a pas de bon sens, le régime chinois en matière de protection des droits de la personne. Donc là, on donne des leçons, là. Et je sais pas. Est-ce que la meilleure leçon, ça serait pas de dire aux Canadiens, achetez donc pas de produits chinois, achetez donc pas de produits électroniques avec des composantes chinoises? Est-ce que l'aspect économique serait pas meilleur que j'enverrai pas un ambassadeur aux cérémonies d'ouverture en Chine? Si M. Trudeau était sérieux, là, puis qu'il était vraiment fâché, là, puis il ne voulait pas suivre les Américains. Je comprends que c'est une goutte, là, le marché canadien, mais quand même, s'il y a des composantes d'un iPhone de la Chine, on disait non, on ne vend plus d'iPhone au Canada. Puis le dernier point, plutôt hypocrite, tant qu'à être là-dessus, tu sais, je pensais à ça, que le gouvernement du Canada se gargarise dans ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Puis, dans le fond, on fait la leçon aussi à la Chine, parce que lui, c'est un grand pollueur. Mais dans le fond, la Chine pollue par procuration. La Chine pollue en fabriquant des produits que l'on consomme. Alors, on n'a pas l'odieux de les produire, le Canada. On n'a pas l'odieux, donc, de vivre avec l'effet des GES pour produire ces produits. Alors, on fait produire ces produits en Chine. Eux autres, c'est les pas fins en matière environnementale. Mais on achète quand même ces produits pour avoir une belle jambe environnementale. Fait que, dans le fond, on les blâme pour la question des droits de l'homme, puis on les blâme en matière de changement climatique. Mais d'un autre côté, par nos comportements commerciaux, on les supporte. Mais là, M. Trudeau dit « Ah non, non, on n'ira pas, il n'y aura pas d'ambassadeurs qui vont aller aux cérémonies d'ouverture. » D'après moi, c'est un petit peu hypocrite, avec zéro effet. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et mon indice du jour que je vais vous inviter à écrire dans la description, parce que vous pourriez gagner 100 $ dimanche, qu'on fait tirer, parmi tous ceux qui ont le bon indice. Aujourd'hui, ça va être la Chine comme indice, la Chine comme indice. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.